Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Voici les titres qui font l'actualité de ce jeudi 11 septembre. Mobilité, économie, qualité de vie, le gouvernement princier a tenu aujourd'hui sa traditionnelle conférence de presse de rentrée. Un premier contact avec les médias pour le ministre d'État, Christophe Mirmand, qui a présenté la feuille de route que le prince Albert de lui a confiée. Nous l'évoquerons dans quelques instants. Bilan estival très positif pour le tourisme en principauté. Guy Antonelli, directeur du tourisme et des congrès, partagera sa satisfaction sur notre antenne. L'héritage du yachting célébré en baie de Monaco, la Classic Week rassemble un siècle de patrimoine maritime. Ce soir, nous vous emmènerons à bord du doyen de cette 17e édition. Et puis nous recevrons le chef du service des urgences du CHPG, Yann-Éric Classens. Avec lui, nous évoquerons une spécialité à la fois technique, humaine et stratégique, la médecine d'urgence, alors que se tient actuellement le congrès EMC2 à Monaco. Le gouvernement princier a tenu aujourd'hui sa traditionnelle conférence de presse de rentrée. Le ministre d'État, Christophe Mirmand, s'est exprimé aux côtés des conseillers de gouvernement ministres. Il a pu notamment aborder les grands dossiers d'actualité. Fabien Bonilla, bonsoir. Vous avez assisté à cette conférence de presse. Que faut-il en retenir ? Bonsoir Émilie. Le ministre d'État a débuté cette conférence de presse de gouvernement en précisant qu'il souhaitait avoir une relation franche et transparente avec les médias. Christophe Mirmand a rajouté qu'il se sentait monégasque de cœur. Il a parlé de sa méthode de travail. Il se veut disponible, à l'écoute. Il veut fédérer, réunir et il souhaite aborder ses missions avec humilité. Mission que lui a donnée le souverain par le biais de sa feuille de route, à savoir une transparence financière, une politique économique et budgétaire, l'amélioration de la qualité de vie qui passe par le logement et la mobilité, sans oublier les grands projets urbains tout en préservant l'environnement. Et pour revenir sur la qualité de vie, le dossier du moment, les problèmes de circulation l'après-midi pour sortir de Monaco suite aux contraintes du chantier en cours de réalisation sur la commune de Cap-d'Aille. Subir les désagréments et les embarras de la circulation qui en résulteront pendant 18 mois est tout bonnement inenvisageable. Et c'est pour cela que, dès mon arrivée, j'ai souhaité dialoguer avec le maire, dont j'ai pris la tâche directement, avec le maître d'ouvrage, qui est Erilia, dont j'ai contacté le directeur général qui est à Marseille, mais également aussi avec la métropole, Nice-Côte d'Azur, et avec les services de l'État à Nice, pour permettre de trouver une solution technique qui, tout en garantissant le bon approvisionnement du chantier, les conditions de sécurité de cet approvisionnement et plus largement des travailleurs qui interviennent sur cette construction, eh bien, permettent d'éviter de bloquer la circulation sur une des deux voies montantes sur la moyenne corniche. Il y a des pistes concrètes, soit en favorisant par un aménagement du talus eh bien, la possibilité d'une voie de desserte du chantier, soit le cas échéant avec d'autres dispositifs de signalisation et de protection qui permettraient d'être mis en œuvre, un petit peu à l'instar de ce qui existe par exemple sur les chantiers autoroutiers. Dans la feuille de route du ministre d'État, comme je vous l'ai dit, la transparence financière, autrement dit le respect des standards internationaux tels que le GAFI et Moneval, et donc sortir de la liste grise. C'est un travail d'abord qui est engagé depuis plusieurs mois et qui a mobilisé tous les services de la principauté, en particulier sous l'impulsion de Pierre-André Capori, avec également aussi le secrétaire d'État à la justice, pour permettre de mobiliser, avec la MSF bien sûr, l'ensemble des acteurs qui sont responsables de la mise en œuvre de ces standards internationaux. Et je veux le souligner, il ne s'agit pas de percevoir ces engagements comme une contrainte, mais au contraire comme un actif, au sens d'un actif qui est une richesse réputationnelle pour nous et qui nous permettra de consolider l'attractivité de la principauté. Et donc nous continuons à nous mobiliser et nous continuerons dans l'avenir, quand nous sortirons de cette liste grise, le plus rapidement possible, je l'espère, eh bien, à nous maintenir au niveau des standards internationaux les plus exigeants. Parmi les autres dossiers abordés, le centre de traitement et de valorisation des déchets, la transformation du centre commercial de Fontvieille, ces deux dossiers sont à l'étude. Christophe Mirmand a évoqué la consolidation de l'attractivité de la principauté avec la nomination de Ludmila Racona-Le Goff, déléguée en charge de l'attractivité. Pour finir, le ministre d'État a rappelé que le prochain grand rendez-vous avec le Conseil national serait l'étude du budget rectificatif, budget
excédentaire cette année de 86 millions d'euros. Merci Fabien pour ce point complet. Lors de cette conférence de presse, il a été mentionné les chiffres du tourisme en principauté, un secteur qui joue un rôle économique majeur pour le pays. Nous sommes en duplex avec le directeur du tourisme et des congrès. Bonsoir Guy Antonelli. Bonsoir Émilie. Quel bilan global vous pouvez tirer de cette saison estivale ? Un bilan aujourd'hui extrêmement positif. Nos visiteurs étaient au rendez-vous dans les hôtels de la principauté. Quel profil de ces visiteurs? D'où viennent-ils? Alors, la nouveauté, c'est qu'au cumul sur les 2 mois, nos visiteurs américains sont au premier rang. Ils étaient bien évidemment toujours présents l'été. Cette année, en cumul juillet-août, ils prennent la première place devant les visiteurs français et britanniques. Et comment on peut expliquer cette tendance? Alors, la tendance américaine, elle est vraie dans toute l'Europe. Aujourd'hui, les Américains ont soif de voyage et l'inflation sur les produits haut de gamme et sur les produits de qualité aux États-Unis est telle qu'aujourd'hui, l'Europe est un marché qui a une proposition de valeur extrêmement attrayante pour le visiteur américain et plus particulièrement pour le visiteur américain haut de gamme qui est visé par les hôtels de la principauté. Et est-ce que cet été, Guy Antonelli, vous avez constaté une évolution dans les comportements des touristes? Alors, un peu plus encore de réservation de dernière minute, mais qui n'a pas impacté la fréquentation globale, qui a pu permettre aux hôtels de gérer les hôtels, vous direz, de yielder, c'est-à-dire de gérer le prix au fur et à mesure du remplissage et des propositions de prix en fonction du type de chambre que demandent les participants. Mais un top 5, ce que je tiens à dire, c'est aussi que le top 5 dans les hôtels, lui, est toujours le même. Sur l'été, ce sont les mêmes nationalités. On l'a déjà dit, États-Unis, France, Royaume-Uni, Italie et la Russie qui revient au 5e rang, à un niveau toujours bien moindre, près de la moitié de ce qu'elle était avant Covid. Est-ce qu'aussi on doit comprendre que la fréquentation a été constante aussi bien en juillet qu'en août? Oui, les résultats sont à peu près identiques sur les 2 mois. La fréquentation est restée stable comparée à l'année dernière. La situation est très variable selon les hôtels qui ont adapté leur politique tarifaire. Donc certains hôtels progressent un peu, d'autres diminuent un peu, mais les résultats globaux de la principauté sont, on l'a dit déjà, extrêmement positifs. Et quels sont les retours que vous avez du secteur? J'imagine qu'ils sont très satisfaisants, hein. Alors, les retours hôteliers sont très bons. Les retours des restaurants d'hôtels également. La situation, comme sur d'ailleurs toute la Côte d'Azur, et parfois en retrait sur les restaurants en ville. Le pouvoir d'achat européen connaissant une érosion assez importante, et cela se voit aussi dans les nuitées d'hôtel, si la situation globale est extrêmement satisfaisante, les marchés européens se contractent, et les marchés européens en volume sont les plus présents pour les visiteurs à la journée en principauté. Nous n'avons pas encore de chiffres détaillés de la restauration à Monaco, mais on a pu voir sur la Côte d'Azur hors Monaco des variations de l'ordre de moins 20 à moins 25% de fréquentation et de chiffre d'affaires dans certains restaurants de bord de mer, que ce soit à Nice ou à Antibes. Il ne semble pas aujourd'hui que la situation est de ce niveau-là en principauté, mais bien évidemment, la baisse de pouvoir d'achat affecte également la principauté. Mais Monaco reste tout de même une destination très attractive. Elle a d'ailleurs été élue meilleure destination européenne 2025. Elle a été élue, merci de le rappeler, Émilie, meilleure destination européenne. Et c'est pour ça que les clients viennent à Monaco. Donc le cœur de cible, le client qui va résider dans un hôtel de Monaco. Notre clientèle secondaire, celle qui vient visiter Monaco et qui comprend la proposition de valeur de la principauté, qui va dépenser dans les magasins de Monaco, dans les restaurants de Monaco. Mais bien évidemment, comme nous le disons, même cette clientèle-là, à divers degrés, fait des choix financiers. Il faudra voir sur le long terme comment évolue la situation, qui aujourd'hui ne met pas en danger la situation de la principauté, mais alors pas du tout.
Au contraire, on a pu le voir, la fréquentation en ce début d'automne restait extrêmement élevée. Oui, nous allons y revenir dans quelques instants. Guy Antonelli, on n'en oublie pas pour autant le tourisme d'affaires. C'est aussi un atout majeur pour l'économie monégasque. Alors, le tourisme d'affaires représente plus du quart des nuitées hôtelières en principauté et l'automne, printemps-automne sont les deux grandes saisons du tourisme d'affaires et les prévisions sur septembre-octobre sont très bonnes actuellement. D'ici quelques mois avec vous, Guy Antonelli. Merci infiniment d'avoir été notre invité ce soir. Merci Émilie Rousseau, bonne soirée. Et Monaco peut s'appuyer sur de nombreux atouts pour attirer une forte clientèle, dont sa marina. Après Fontvieille et le port Hercule, la principauté possède un troisième port depuis 2021. Situé à Vintimille, Cala del Forte est accessible en navette en seulement 15 minutes. Sarah Inkari et Marie-Ève B vous invitent à prendre le large et vous expliquent comment fonctionne ce service mis en place. Allô ? Pas plus compliqué que pour commander un taxi, la navette Monaco One se réserve en un coup de téléphone directement auprès du capitaine Jean Raymond. D'une capacité de 11 voyageurs, elle assure la liaison entre le port Hercule et le troisième port de Monaco, Cala del Forte, situé à Vintimille en seulement 15 minutes. C'est imbattable, il n'y a pas de moyen de faire plus vite, donc de quai à quai. Donc c'était important dès l'ouverture du port de disposer de ce service pour notre clientèle, puisqu'il est dédié à notre clientèle. Ce n'est pas une liaison de bus ni maritime, il est réservé aux clients des ports de Monaco. Comprenez par là les propriétaires de bateaux, mais pas que. Ça peut être aussi, donc, par extension, à Cala del Forte, on a des restaurants. Ou des commerces, et donc c'est vrai que, mais plus exceptionnellement, un restaurant client qui veut tester l'expérience pour aller manger à un des restaurants, sans citer de nom, mais on a de très belles enseignes que j'invite à aller découvrir, eh bien on peut y aller en utilisant le Monaco One, puisque le restaurant est un client des ports de Monaco. Toutes les raisons sont donc réunies pour aller goûter à la Dolce Vita. Allez, il est temps d'embarquer à bord de ce catamaran au design futuriste pour récupérer des passagers de l'autre côté de la frontière. Ce couple qui souhaite passer la journée à Monaco fait appel à ce service pour la toute première fois et son impression est plus que positive. È molto veloce e poi è spettacolare perché sembra di essere veramente sull'acqua. Concernant les tarifs, comptez 50 € le trajet et 90 € pour l'aller-retour, à savoir que des prix dégressifs sont appliqués à l'achat de carnets. Et restons en mer. Pendant 3 jours, une flotte de 150 bateaux classiques habille la marina du Yacht Club de Monaco pour la Monaco Classic Week. Entre les voiliers de tradition, les motoryachts d'époque ou encore les canots automobiles, c'est tout un patrimoine maritime qui est exposé. Parmi eux, un invité spécial, Partridge, le doyen qui fête ses 140 ans. Visite guidée avec Alban Gingembre et Massimo Piantoni. Considéré comme le plus ancien yacht de course classique au monde encore opérationnel, le Partridge n'a pas toujours eu aussi fière allure. Tout commence en 1979 lorsqu'Alexander débute la restauration du bateau avec son oncle. Je suis allé vers la côte est d'Angleterre et où il y a beaucoup d'épaves. Et j'ai tombé sur, après plusieurs jours, j'ai tombé sur ce coq. J'ai appelé mes parents, j'ai dit est-ce que je peux mettre ce bateau de 15 mètres dans le jardin, juste pour 2 ans. Moi, j'ai fait tous les plans, parce que tous les plans de ce bateau étaient perdus dans la guerre. C'est finalement 18 ans plus tard que la restauration du Partridge est terminée. Un bateau étroit avec un beaupré de 6 mètres de long et 3 voiles avant. Un équipage de 15 personnes est nécessaire pour faire avancer le Partridge. La grande différence entre un bateau moderne et ce bateau, il est beaucoup de poids. Beaucoup de laisse dans le quai, il est 60% du plomb, le poids de ce bateau. Il total 27 tonnes, mais il est 14-15 tonnes de plomb. Et quand tu es en mer, tu sens la puissance de ça. Même s'il y a du vent, le bateau il penche pas beaucoup et il avance très bien. Il passe dans les vagues, mais un bateau moderne, il suit parce qu'il est très léger. Donc ça, c'est la grande différence. Mais s'il y a trop de vagues, ce bateau n'est pas confortable du tout parce qu'il
il est très étroit vers l'avant. Il met le nez dans les vagues et il fait ça. Sous nos pieds, le salon principal du bateau, un espace qui lui aussi a gardé son identité d'époque. Quand on a restauré le bateau, on a décidé de ne pas mettre les cloisons pour créer les cabines parce qu'on voudrait garder le bateau ouvert pour qu'on puisse voir toute la coque d'origine. Tout le coque là, le bordé, c'est original. Mais moi, j'ai changé tous les membres. Ici, ça, c'est les membres du massif, chêne massif. Et ça, c'est du chêne étuvé. Ça, c'est du teck de Birmanie très ancien, original, qu'on a tout sauvé pour le bateau. Je suis toujours étonné qu'il est toujours dans ma vie, ce bateau. J'ai la chance, j'ai pu restaurer le bateau et pu naviguer après. Cette année, le Partridge fête ses 140 ans ici, à la Monaco Classic Week, là où le patrimoine maritime est valorisé à sa juste valeur. La principauté, son patrimoine et son histoire, justement, seront à l'honneur dans une série documentaire diffusée prochainement sur la chaîne Arte. Monaco, la grande histoire d'un micro-État, a été dévoilée hier, en avant-première, à Paris, lors d'une projection privée en présence d'Antoine Bukobza et Frédéric Compin, producteur et réalisateur du programme. Théo Schumer a pu les rencontrer, je vous propose de les écouter. La question à la base, ça a été comment et pourquoi avons-nous une ville pareille dans un endroit pareil? Et assez vite, on en est venu à une autre question, qui était, quand on est un tout petit territoire, au milieu des grandes puissances européennes, comment fait-on pour exister? Comment fait-on pour survivre, dans certains cas? Et donc, on a essayé d'avoir c'était l'un des objectifs, une approche européenne, une approche un peu géopolitique, en plaçant l'État et la principauté de Monaco comme personnage. Et c'était un peu l'un des éléments, je dirais, un peu différenciateurs. Monaco a quelque chose d'incroyable, c'est que des crises, il y en a eu. Et toujours, Monaco s'est relevé de ces crises. Je pense au conflit avec le général de Gaulle en 1962, je pense aux émeutes de 1930. En tant que documentariste, l'idée, c'était pas de juger ou être dans l'indignation vertueuse ou essayer d'aller chercher des scandales. Non, c'est vraiment un travail de fond sur plus de 700 ans de pouvoir des Grimaldi. Monaco, la grande histoire d'un micro-État, est composée de 3 épisodes. Ils seront disponibles à partir du 16 septembre sur la plateforme arte.tv et diffusés sur la chaîne le 23 septembre prochain à 21h. Parlons santé à présent et plus précisément de médecine d'urgence, une spécialité à la fois technique, humaine et stratégique. Elle est au cœur du congrès EMC2, organisé au Novotel jusqu'à demain. 2 jours d'échanges et de débats pensés par 2 urgentistes du centre hospitalier Princesse Grace qui ont créé cet événement en 2015. Justement, le chef du service des urgences du CHPG est en duplex avec nous pour en parler. Bonsoir Yann-Éric Classens. Bonsoir, merci beaucoup de votre invitation, Émilie. Mais merci à vous d'être avec nous pour évoquer donc cette 11e édition de EMC2. C'est un rendez-vous que vous avez imaginé avec un autre urgentiste, Patrick Ray, qui a trouvé son public. Qu'est-ce qui fait la force de ce congrès ? Alors, plusieurs éléments. La première force, c'est la localisation. Monaco est une destination idéale pour organiser un congrès. Un aéroport international à proximité, des infrastructures hôtelières de très haut niveau, un environnement qui est très favorable pour le programme social. Tous les ingrédients sont présents et d'ailleurs, et le public et les orateurs sont au rendez-vous. Oui, et c'est l'occasion d'aborder plusieurs thématiques autour de cette médecine que l'on qualifie au plus près des patients. Oui, exactement. Et vous savez, la médecine d'urgence, en fait, est un vaste champ de compétences qui va depuis l'arrêt cardiaque, et c'était la thématique qui a été traitée ce matin, à des médecines beaucoup moins agressives, à des formes de pathologies qui semblent, en tout cas de prime abord, beaucoup moins problématiques, comme la gériatrie, qui est un vrai problème de santé publique aujourd'hui et qui est très prise en compte sur la principauté, vous le savez. Énormément d'efforts sont faits pour les aînés et qui passent à un moment de leur parcours dans les services de médecine d'urgence. C'est une médecine qui évolue rapidement ?
Alors avec l'émergence des maladies, mais également avec l'évolution de la technologie. En fait, comme toutes les disciplines, la médecine d'urgence a beaucoup bénéficié ces dernières années de l'avancée technologique. Bien sûr, on parle d'intelligence artificielle, d'algorithmes qui nous aident à la décision. Beaucoup de progrès aussi en imagerie et énormément de progrès sur les technologies qui permettent des dosages au plus près des patients pour faire des diagnostics plus rapides, prendre des décisions plus rapidement pour le bénéfice du malade. Et est-ce qu'aujourd'hui les patients comprennent bien le rôle des urgences et quand il faut y avoir recours ? C'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui doit prendre en compte l'environnement de chaque patient. C'est-à-dire que aujourd'hui, tout le monde n'a pas accès aux soins de façon égale et souvent la médecine d'urgence est dévoyée de son rôle propre, qui est vraiment de s'occuper des patients les plus graves dans les meilleurs délais pour répondre en fait à une organisation des soins qui est de temps en temps en difficulté pour répondre aux besoins du patient au plus proche. Ce qui fait qu'en médecine d'urgence, effectivement, vous pouvez dans la même journée vous occuper d'un patient extrêmement sévère, je parlais d'arrêt cardiaque tout à l'heure, et de patients qui ont des pathologies beaucoup plus bénignes qui pourraient être prises en charge par les médecines de ville. Mais finalement, il y a un continuum entre les praticiens. Le patient va dans son parcours de soins peut-être à un moment venir aux urgences. C'est rarement par un choix délibéré, c'est souvent parce qu'il a un besoin aigu et qu'il a du mal à trouver une réponse en dehors de l'hôpital, même si aujourd'hui, c'est vrai que la principauté, par exemple, fait d'énormes efforts pour que justement les patients puissent trouver une réponse qui est une réponse qui n'est pas centrée sur l'hôpital, mais qui puisse être effectivement aussi une réponse avec la médecine de ville, qui est l'acteur principal de santé. En France, il faut imaginer que, et c'est vrai à Monaco également, les patients voient plus de médecins en ville qu'à l'hôpital. Justement, un mot sur le service des urgences du CHPG. Il a été remodelé en 2023 pour plus d'efficacité. C'est exact, et ce nouvel outil de travail nous a permis d'être plus efficients face à une population qui est de plus en plus vieillissante, qui a de plus en plus de besoins de santé, et donc avec un nombre de passages qui augmente de façon annuelle d'environ 7%. 7%, ça paraît peu, mais cumulé sur le temps, ça commence à faire des chiffres significatifs. Et il ne faut pas oublier que la principauté a investi dans un nouvel outil de travail dont nous allons bénéficier dans un an. Nous sommes en septembre 2025 et bien dans un an, quasiment jour pour jour, nous intégrerons notre nouvel hôpital et pour les urgences, notre nouveau service d'urgence qui sera vraiment réorganisé pour une plus grande efficience avec à proximité du patient un plateau technique qui sera dédié pour les patients des urgences. Donc vraiment, on va gagner en termes de qualité, en termes de rapidité, en termes d'efficacité et en termes de satisfaction pour les malades, mais également pour les professionnels qui vont travailler dans ce nouvel hôpital et notamment dans ce nouveau service d'urgence. Eh bien, merci beaucoup, professeur Yann-Éric Classens, d'avoir été notre invité ce soir pour évoquer la médecine d'urgence et ce congrès EMC2 qui se tient actuellement à Monaco. Merci. Merci, Émilie. Dans le reste de l'actualité, Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II a visité hier soir l'exposition Cactus proposée depuis le mois de juillet à la Villa Saubert et réalisée en collaboration avec le musée Yves Saint-Laurent Marrakech. Accueilli par le directeur du NMNM, Björn Dahlström, et le directeur des affaires culturelles, Françoise Gamerdinger, et guidé par les deux commissaires de l'exposition, Marc Janson et Laurent Lebon, le prince souverain a pu découvrir les différentes œuvres présentées tel un cabinet de curiosités où le cactus se dévoile sous un angle botanique et artistique. Cactus reste à découvrir jusqu'au 11 janvier 2026. Ce samedi, la Fondation Flavien organise la 11e édition de la Monaco Trot and Roll, une journée qui sera ponctuée par plusieurs activités et animations pour les petits et les grands et dédiée à la lutte contre les cancers pédiatriques. Rendez-vous à partir de 9 h au Jardin d'Apolline et allée Lazare Sauvego. Quand l'opéra rencontre le tango argentin, le théâtre du Fort Antoine présente à partir de demain et tout au long du week-end une création exceptionnelle. Matteo, une œuvre du compositeur argentin Martín Palmieri qui dirigera lui-même l'orchestre ce week-end. Gaëtan Lebrun et Camille Caloni ont assisté à la générale de cet opéra tango. Regardez. Sur scène, une centaine d'artistes composés de solistes, de chœurs, de l'orchestre et de danseurs, tous réunis autour du baryton monégasque Fabrice Alibert qui porte cette production inédite.
Le grotesque, c'est vraiment le côté comique et tragique qui s'alterne sans cesse. Voilà. Et le livret a été fait par Arduris. J'ai eu la chance d'interpréter le rôle à Reims la première fois, il y a 4 ans. Et là, c'est une création avec une nouvelle mise en scène réalisée par un metteur en scène argentin qui a vraiment cette culture locale. Derrière cette alchimie, la mise en scène de Carlos Branca, qui a imaginé un univers entre tradition et modernité. La historia es la historia de un caballo, de Mateo, que es de un caballo que se enfrenta al progreso de la máquina, del coche, ¿sí? con la revolución, un poquito la revolución industrial. Entonces, el caballo que trabajaba de transporte, de Mateo, como se dice en Latinoamérica, como se dice en Argentina en realidad, es el enfrentamiento entre el progreso y la tradición de alguna manera, como el progreso deja sin trabajo a la gente. Autre défi, celui d'un théâtre en plein air où le ciel devient un décor naturel. La pièce va commencer à 20h. 20h au mois de septembre, c'est pas encore la nuit, c'est le soir, il y a encore la lumière naturelle. Et le spectacle durant à peu près 1h15, 1h20, 1h30 en fonction des organisations. On va petit à petit avoir la nuit qui se met en place. Et les lumières la lumière artificielle va prendre le pas sur la lumière naturelle. Et ça aussi, c'est un classique du théâtre ouvert en plein air et du théâtre grec, c'est de passer de la lumière du jour à la lumière artificielle à la nuit. Et c'est un théâtre qui se développe comme ça. Un spectacle soutenu et encouragé par les associations La Corde à Bulles et les Amis de l'Opéra, qui œuvrent pour promouvoir l'art lyrique sous toutes ses formes. Mateo sera présenté au public les 12, 13 et 14 septembre à 20h, ici au Théâtre du Fort-Antoine. Et c'est sur ces airs de tango que se referme cette édition. Un dernier mot pour vous rappeler que la Coupe Davis est à suivre en direct ce week-end sur Monaco Info. Les Monégasques affrontent Chypre à Nicosie pour une place en play-off d'accession au groupe 1 Monde. Christophe Paco et Laurent Orsini seront sur place pour vous faire vivre cet instant à partir de 16h samedi. À suivre, les prévisions météo de Christinda Petit-Homel, suivies de votre magazine Immersion chez les sapeurs-pompiers de Monaco, proposé par Alban Gingembre. Demain, à 19h, vous avez rendez-vous avec Sarah Nkari pour votre JT. Passez une très belle fin de semaine sur Monaco Info. Retrouvez la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco. Bonsoir à toutes et à tous, voici la météo de ce vendredi 12 septembre à Monaco. Demain, temps très agréable, ciel clair ou légèrement voilé, pas de pluie à craindre. Les températures matinales seront douces puisqu'elles seront autour de 18 à 20 degrés, atteignant 25 à 26 degrés en milieu d'après-midi. Le soir, retour de quelques nuages discrets mais toujours sans précipitation. Côté saint, on fêtera Saint Apollinaire. Une petite anecdote, Apollinaire est un martyr du Japon brûlé vif en 1622 à Omura avec plusieurs de ses compagnons. Il est souvent invoqué pour sa ferme fidélité dans les épreuves extrêmes. C'était la météo avec Maya Bay, le restaurant référence thaï japonais de Monaco.